la rétrospective de la semaine. Après l'assassinat des membres de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina, un élan de solidarité s'est manifesté de par le monde. En Côte d'Ivoire, la jeunesse communiste de Côte d'Ivoire a dans une déclaration signifié qu'en ces circonstances qu'elle qualifie de particulièrement dangereuses pour la jeunesse révolutionnaire du Faso, c'est tout le mouvement révolutionnaire sous-régional qui subit une perte importante dans ses rangs. Pour elle, il s'agit d'un coup porté contre le camp des patriotes et des révolutionnaires et d'ajouter qu'en Côte d'Ivoire également, beaucoup de révolutionnaires ont disparu dans des circonstances similaires, mais ces crimes restent non élucidés par la justice. Les jeunes révolutionnaires de France ainsi que les jeunes communistes du Bahreïn, eux aussi, ont exprimé leur solidarité à la jeunesse populaire du Burkina en deuil. Ainsi, l'Union des jeunes révolutionnaires de France, dans un message, a expliqué avoir accueilli avec tristesse l'assassinat des 2 militants de l'ODJ, eux qui, selon l'UJR, étaient fortement impliqués dans la lutte des travailleurs des mines et de l'orpaillage dans la région. Elle rappelle que c'est leur engagement dans la lutte qui leur a valu un séjour de 2 années en prison et d'être menacés de mort à plusieurs reprises. Leur assassinat étant intervenu dans une zone où les forces spéciales et les militaires français sont omniprésents, les jeunes révolutionnaires estiment que cela est la preuve que l'ingérence militaire impérialiste n'est pas une protection pour la population et pour les forces démocratiques, progressistes et anti-impérialistes. Elle contribue au contraire à l'aggravation d'un climat d'insécurité grandissant, propice à la répression et à la liquidation des militants révolutionnaires, ajoute l'UJR. Cet acte n'a selon cette structure pour but que l'intimidation et la peur. Pour leur part, les jeunes communistes du Bahreïn, toujours en France, Fadou Cissé et Amabalima, ont payé de leur vie leur lutte révolutionnaire pour l'émancipation de la jeunesse populaire. Ils indiquent qu'ils continueront de lutter aux côtés de leurs camarades burkinabés du monde entier contre l'impérialisme et le néocolonialisme français. Des messages de soutien de la République démocratique du Congo et de l'Équateur ont également été enregistrés. Au niveau national, la CCVCL a réagi en exhortant les autorités civiles et militaires compétentes à diligenter une enquête afin d'éclairer l'opinion sur les circonstances de ces événements. Quatre communications portées essentiellement sur le mode de gouvernance du père de la Révolution du 4 août 1983. Pour les communicateurs, ce mode de gouvernance peut servir de modèle à tous les niveaux, que ce soit au Burkinabé d'aujourd'hui. Une thèse que partage Inoussa Ouedraogo, membre du comité d'organisation d'hommage à Valère Somé. Et dans la dernière interview qu'il a accordée avant sa mort le 31 mai 2017, c'était à nos confrères de Fasozine, interview dans laquelle il disait globalement que face aux défis auxquels font face aujourd'hui les Burkinabés, il n'y avait pas d'autre chemin, d'autres voies en dehors donc de celles tracées sous la Révolution par Thomas Sankara et ses compagnons. Pour sa part, Maître Hervé Guikam ne tarit pas d'éloge au docteur Valère Somé. Docteur Valère Somé était un des acteurs majeurs de la Révolution du 4 août, qui était un révolutionnaire, comme on le dit, convaincu et convaincant, qui n'a jamais monnayé son engagement et qui, au-delà de tout, est l'un de ces rares révolutionnaires à avoir travaillé sur un point purement scientifique. En plus de ce panel, le comité d'organisation d'hommage à Valère Somé prévoit animer une soirée débat dans le but de faire connaître les œuvres de l'illustre disparu par la jeune génération. Après 3 mois de travaux, ce sont 42 projets de loi qui ont été adoptés au cours de la première session ordinaire parlementaire de l'année 2019. Et c'est un devoir accompli, selon le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Du 6 mars au 3 juin 2019, au terme donc de 3 mois d'activité intense, notre auguste Assemblée a procédé à l'adoption de 42 projets de textes de loi, outre le vote de la loi. Les députés ont, au cours de la session qui s'achève, exercé cette automission de contrôle de l'action gouvernementale qui leur est dévolue en interpellant le gouvernement à travers 3 questions d'actualité et 15 autres questions orales. C'est donc avec le sentiment légitime du devoir accompli que nous procédons à la clôture de la présente session. C'est dans un contexte d'insécurité marqué par les attaques terroristes que cette session a refermé ses portes, souligne-t-il. Et face à toutes ces attaques, le président de l'Assemblée nationale, tout en les dénonçant, dit être convaincu que le Burkina est désormais dans une situation de guerre. Notre pays est attaché aux idéaux de paix.
Mais quand des hordes armées attaquent nos postes militaires de gendarmerie, de police, de douane et des eaux et forêts, c'est à la nation tout entière qu'elles ont déclaré la guerre. Quand, du fait de la terreur des barbares de notre âge, près de 2000 écoles sont fermées et plus de 300 000 élèves blottis contre leurs parents de peur, il n'y a pas autre mot que la guerre pour nommer une telle situation. C'est donc au regard de cette situation qu'il réitère l'appel à une trêve sociale lancé par le président du Faso à l'endroit des partenaires sociaux. J'exhorte les partenaires sociaux à se libérer de ces formes de lutte excessivement protestataires et transgressives pour bâtir une culture de la négociation, du compromis et de la responsabilité. Et pour notre peuple, je lance un appel solennel à l'ensemble des syndicats pour qu'ils acceptent de façon exceptionnelle, au regard de la situation de guerre que nous impose la nébuleuse terroriste, la trêve sociale que le gouvernement leur a demandée. Il a par ailleurs invité le gouvernement en échange à entreprendre un dialogue franc et sincère avec les partenaires sociaux dans le but de calmer la fronde sociale. La rétrospective de la semaine. Un an après sa création, le parti Alternative Patriotique Panafricaine Burkindi dresse un bilan amer de la gestion du pays par la majorité présidentielle. Cette situation s'explique par une dégradation dans tous les domaines, à en croire Adama Coulibaly, président du dit parti. La crise sécuritaire qui plombe la paix, notre vivre ensemble, l'activité économique et scolaire sur une vaste partie du territoire national. La gouvernance du pays, approximative, dubitative et sans éthique, qui encourage la corruption, l'impunité et l'incivisme. La situation socio-économique chaotique, conséquence des deux précédents aspects. Au regard de cette situation, le parti formule des recommandations au gouvernement. Une réforme profonde de la sécurité et de l'armée pour le renforcement substantiel toutes les capacités de nos forces de défense et de sécurité et la création des forces populaires adaptées aux défis sécuritaires actuels. Mettre en place une stratégie de communication, de formation et d'action en direction des communautés afin d'éviter les divisions ethno-religieuses orchestrées par des réseaux terroristes. Le jugement rapide des présumés coupables des tueries de Yirgou et de Arbinda. L'Alternative Patriotique Panafricaine Burkindi entend se présenter aux prochaines élections de 2020. L'évolution de la situation nationale depuis le début de l'année 2019 inquiète et préoccupe la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire CEDAIP de la ville de Ouagadougou. Un climat socio-politique et économique détérioré, une situation sécuritaire qui s'enlise, des populations abandonnées, prises en otage et devenues des réfugiés dans leur propre pays. Ces populations vivent la famine et les maladies, voient leurs droits fondamentaux supprimés. Pas d'école, pas de soins de santé, pas de liberté d'aller et de venir. La situation ainsi dépeinte, c'est l'utilité de l'État actuel lui-même qui est en question, affirment les CEDAIP. Les puissances impérialistes et leurs valets locaux sont mis en cause, qui, pour ces comités, se servent du terrorisme comme moyen entre leurs mains pour opprimer les peuples et piller les ressources. Estimant aussi que sur le plan de la justice sociale, le fossé entre la minorité de riches et les masses laborieuses s'est aggravé, la structure marque sa déception et apporte son soutien aux luttes populaires pour la justice et pour le bien-être menées par des paysans, des ouvriers, des commerçants et des agents de l'État. Ainsi, le pouvoir MPP et allié a montré son incapacité manifeste à apporter un quelconque changement en faveur des gens du peuple, estiment les CEDAIP, et la structure d'appeler les populations à s'organiser, fraterniser, unifier leurs forces dans le camp du peuple pour apporter une riposte révolutionnaire au terrorisme et leurs parrains. Pour ce faire, les CEDAIP préconisent que les organisations populaires, démocratiques, patriotiques, progressistes et révolutionnaires se mettent ensemble autour d'une plateforme citoyenne commune contre le terrorisme, pour la liberté et pour l'indépendance véritable du Burkina Faso. Papa,
Les étudiants de l'Université de formation et recherche en sciences de la santé à travers ce sit-in dénoncent un enseignement au rabais dans leur faculté par l'application jugée mécanique du LMD. Selon Soumaïla Sessouma, délégué général de la corporation ANEP de l'UFR-SDS, les conditions de passage en classe supérieure empêchent les étudiants depuis la promotion 2014-2015 de progresser normalement. En réalité, depuis 2 ans maintenant, il y a eu une nouvelle manière de voir les choses en rapport avec l'application du LMD que l'administration a baptisé LMD strict. Dans ce LMD strict, en réalité, pour résumer, les conditions de passage deviennent beaucoup plus corsées. Et même les conditions même pour rester à l'UFR sont devenues beaucoup plus compliquées. Parce que dans ces LMD, par exemple, vous allez vous souvenir que dans l'UFR Sciences de la Santé, pour les études en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire, il n'y a pas de diplôme intermédiaire. Dès que vous arrivez en 3e année, comme c'est la fin du cycle licence, tout ce que vous avez comme crédit en 2e année, en 3e année et même en 1re année, on vous bloque là-bas jusqu'à ce que vous épuisez tous vos crédits avant que vous ne passiez au cycle supérieur. Quand vous arrivez aussi en 5e année, vous restez bloqué jusqu'à ce que vous finissez de valider tout ce que vous avez comme crédit antérieur avant d'avancer dans les cycles supérieurs. Les étudiants de l'UFR-SDS interpellent les responsables de l'UFR à se pencher sur leurs préoccupations. L'objectif du message, c'est qu'ils comprennent d'abord qu'en réalité, nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont ils entendent appliquer le LMD cette année. Et dans les jours à venir, nous attendons de l'administration en réalité qu'elle puisse revoir sa copie par rapport à l'application du LMD strict et abandonner les dispositions qu'elle est en train de mettre dans le LMD pour durcir encore davantage les conditions de passage à l'UFR. Les étudiants sous la direction de la corporation ANEP se disent disponibles pour un dialogue d'ici le 13 juin 2019. Sinon, ils engageront d'autres actions de lutte en vue de la satisfaction de leurs revendications. La rétrospective de la semaine. Pour compter du 7 juin au 1er septembre 2019, les travailleurs de la santé humaine et animale s'abstiendront de fournir des rapports statistiques et d'effectuer des missions et des tournées. Ils s'abstiendront également de faire payer les actes qu'ils posent au profit des usagers. Ce sont là les nouvelles actions dégagées par le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA pour exiger la satisfaction de sa plateforme revendicative. Pisiamba Ouedraogo est le secrétaire général du SINCHA. Vous avez noté avec nous la détermination exemplaire des travailleurs et malgré cela, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu, avec le gouvernement, ouvrir véritablement le dialogue pour régler les questions. Mais dans tous les cas, nous, on pense que la lutte doit se poursuivre. C'est pourquoi nous avons opté pour un certain nombre d'actions qui visent naturellement à rechercher donc les solutions à notre plateforme. Il s'agit donc de la non-fourniture des données statistiques, des rapports, qu'ils soient hebdomadaires ou mensuels, etc. Et nous allons aussi nous abstenir de faire les tournées et les missions. La deuxième partie donc des actions syndicales mises en œuvre, c'est effectivement l'opération caisse vide. Toutefois, il précise que des exceptions sont faites pour ce qui concerne les visites et les missions. La toute première exception concerne donc les missions qui sont destinées à fournir les formations sanitaires et les services d'élevage en matériel pour dépanner. Ces missions-là, nous les recevons. La deuxième exception concerne la distribution des moustiquaires imprégnés et de même ce qu'on appelle la chimioprophylaxie du paludisme saisonnier qui consiste à distribuer les comprimés pour aider les populations à lutter contre le paludisme. Nous avons dit que les missions qui doivent être effectuées du niveau central ou du niveau périphérique, ces missions-là font exception. Et la troisième exception faite concerne le déroulement de l'examen au niveau de l'École nationale de santé publique. Durant ce mouvement, les prestations des travailleurs au profit des usagers ne seront pas payantes. Toutefois, cette opération ne concerne pas les consommables médicaux, précise-t-il. Il s'agit pour les travailleurs de prester, c'est-à-dire tous les actes qui relèvent du personnel et qui devaient être payés. Pour nous, nous allons les assurer sans obliger les usagers à les payer. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les actes qui dépendent du personnel seront offerts gratuitement. De par le passé, on a assisté à certaines confusions qui consistaient à filmer les gens
au niveau des dépôts pharmaceutiques pour dire que bon, il y a opération caisse vide, mais les gens payent le médicament. Mais acheter le médicament, ce n'est pas un acte qui relève du personnel. Donc, bien sûr, le médicament doit être payé. Ça, l'opération caisse vide ne concerne pas l'achat des médicaments. Le secrétaire général du SINSA a par ailleurs signifié que le mouvement pourrait être reconduit si, à son terme, les choses restent toujours en l'état. Le passage des médias publics du statut d'établissement public d'État à celui de société d'État, point important de la plateforme revendicative du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC, avait fait l'objet d'un engagement pris par le gouvernement en 2016. Mais 3 ans après, cet engagement n'est toujours pas respecté selon le syndicat. Le SYNATIC décide de ce fait d'observer un sit-in de 2 jours. Siriki Dramé en est le secrétaire général. Face aux manœuvres du gouvernement pour ne pas tenir ses engagements et au regard de l'insatisfaction et du manque de volonté réelle constaté jusque-là, les travailleurs de médias publics RTB Sidoya, mobilisés au sein du SYNATIC, décident d'observer 2 journées de protestation sous forme de sitting les 12 et 13 juin 2019 de 8h à 11h sur toute l'étendue du territoire national pour exiger la mutation dirigeante des éditions Sidoya et de la RTB en société d'État avec l'ensemble du personnel tel que recommandé par la commission mixte. Pour le SYNATIC, les effectifs évoqués comme raison par le gouvernement pour ne pas faire ce passage vers la société d'État ne tient pas. Aboubakar Sanfo, secrétaire général adjoint du SYNATIC. La commission a estimé en tout cas que le maintien de l'effectif actuel de la RTB se justifie. Et nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas dans ce sens et demande encore des réflexions après plus de 2 années de réflexion. Il balaie également du revers de la main l'idée de la non-rentabilité des médias publics évoquée par le gouvernement. Pour nous, on ne peut pas dire que la RTB ou bien Sidoya, ce sont des entreprises qui ne sont pas rentables. On ne peut pas le dire. Et d'ailleurs, nos responsables le reconnaissent. Et nous, c'est notre position depuis des années. Nous pensons que la RTB, Sidoya sont viables si leur gestion financière, la gestion des ressources humaines sont vraiment correctes. Ce sitting de 2 jours allant du 12 au 13 juin prochain sera ponctué d'une marche en direction du Premier ministère à son 2e jour. Suite au bilan fourni par la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, CNSE, sur la finalisation du statut valorisant du personnel de l'éducation en mai dernier, le syndicat national des financiers de l'éducation et de la recherche, SYNAFER, dit rejeter ce statut. Selon le secrétaire général du dit syndicat, le dit statut n'est pas totalement valorisant pour tout le personnel de l'éducation. Eric Nanga. Ce statut ne permet pas à une certaine catégorie de personnes d'accéder à la catégorie A1. Il ne permet pas non plus aux conseillers d'intendance scolaire et universitaire d'accéder à la catégorie P1. Il ne peut pas être valorisant pendant que vous avez envie d'aller ailleurs. Il ne peut pas être valorisant pendant qu'un professeur des écoles a envie d'être intendant. Il ne peut pas être valorisant pendant qu'un technicien de laboratoire dans un lycée ait envie d'être intendant. Lui et ses camarades ont par ailleurs déploré ce qu'ils qualifient de manque de volonté manifeste de la CNSE à ne pas prendre en compte leurs préoccupations. La coordination ne répond pas à nos correspondances. La coordination ne prend pas en compte nos suggestions. Et mieux, je dirais pire, la coordination renforce notre idée dans certaines dispositions qu'elle veut nous dévaloriser. Nous ne disons pas que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est comme acquis. Mais nous disons que si la coordination estime que la lutte, c'est pour tout le personnel, qu'elle nous associe. Nous sommes toujours prêts à accompagner la coordination dans les débats. Si rien n'est fait pour la prise en compte de leurs préoccupations avant la mise en œuvre complète du protocole d'accord signé entre la CNSE et le gouvernement, le SYNAFER entend mener des actions pour se faire entendre, a signifié son secrétaire général. La rétrospective de la semaine. La paix et la stabilité sociale au Burkina Faso, ce sont entre autres les prières que les fidèles musulmans de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, AMB, et du Cercle de recherche et de formation islamique CERFI ont formulées à l'occasion de la célébration de la fête du Ramadan. Thiogo Temtore
Imam Oserfi. On a vécu ce mois avec la présence divine en faisant beaucoup d'invocations pour nous-mêmes, nos familles, et évidemment pour le pays. La foi ne peut être vécue que dans un environnement stable et en progrès. Donc il est important pour le croyant de prier pour que son pays soit dans la stabilité, dans le progrès durable et dans la paix, pour que nous puissions adorer Dieu, vaquer à nos occupations. Dans un contexte marqué par les attaques terroristes et des tentatives de division des groupes ethniques et religieux par les terroristes, il appelle l'ensemble des Burkinabés à l'unité et à la vigilance. Cette ambition de vivre ensemble est percevue depuis quelque temps dans notre pays, qui vit des épreuves douloureuses. Attaques terroristes, conflits communautaires, assassinats ciblés, attaques des édifices religieux musulmans comme catholiques. Ne nous trompons pas d'adversaires. L'objectif est de saper les fondements de notre pays, de nous transformer en ennemis, de lui faire des bonds en arrière, le déstructurer et le maintenir en lambeaux. Aussi, nous devons être très vigilants pour éviter de tomber dans des divisions ethnicistes et religieuses. C'est pourquoi il est impératif pour tout le monde de cultiver sans cesse le vivre ensemble et la cohésion sociale, socle indispensable pour le devenir de notre pays qui est un héritage commun. Tout en exprimant leur compassion à tous les Burkinabés victimes de ces attaques terroristes, l'AMB et le CERFI ont par ailleurs marqué leur solidarité au peuple palestinien dans sa lutte et appellent à la reprise du dialogue israélo-palestinien. Ce sont des experts de 13 pays et des représentants de 6 institutions internationales qui prendront part à cette 4e réunion de Ouagadougou. Ils réfléchiront, selon le secrétaire général du ministère de la Culture, sur les propositions d'inscription de sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lassina Saint-Paulé. Il va s'agir dans un premier temps donc de mettre à niveau tous les représentants de ce groupe G5 africain. Et ensuite, ce groupe-là va examiner les dossiers qui seront en compétition à Bakou pendant la session du comité du patrimoine mondial. Et parmi ces dossiers qui sont en compétition figure un seul dossier africain qui est un dossier provenant du Burkina Faso. Le Burkina a élaboré une proposition de nomination qui s'intitule « Les sites de la métallurgie ancienne du fer ». Nous avons essayé de recenser ces patrimoines archéologiques très importants et dont les plus anciens datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Pour lui, cette inscription est d'une importance capitale. Le premier objectif de l'inscription pour nous, c'est la protection de ces vestiges-là. Ce sont des vestiges uniques et irremplaçables. Et le deuxième objectif, c'est de protéger ces biens-là pour les générations futures. Nous serons fiers de pouvoir montrer à ceux qui vont venir après qu'il a existé au Burkina Faso des ingénieurs, des savants qui ont pu, à partir de la latérite, extraire des particules de fer pour développer la qualité de vie des hommes de l'époque. L'inscription de ce dossier permettra de porter désormais à 3 le nombre de biens burkinabés figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La rétrospective de la semaine. Ousmane Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour. Après la tenue de votre conférence de presse, beaucoup de choses ont évolué au sein de l'APN et de l'institution policière. Qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement? La hiérarchie a encore dit que nous sommes allés faire une conférence de presse sans leur autorisation, ce qui a prévalu à ma conduite à la salle de discipline, chose que j'ai refusée. On m'a adressé encore une demande d'explication écrite avec 4 autres personnes. Nous avions tous refusé d'écrire ces demandes-là. Nous avions dit seulement si c'est en ce qui concerne nos activités syndicales, il n'y a pas de subordination entre le syndicat et puis la hiérarchie. Et le syndicat est libre de mener à bien ses activités. Alors, on nous dit encore qu'on a incité les gens à l'insubordination, qu'on a tenu des propos blessants à l'encontre de la hiérarchie. J'ai dit, mais si c'est ce que vous appelez indiscipliné, vous qui êtes en train de détourner les fonds, piller encore le SP, c'est ce que nous dénonçons. Et les auteurs de ces détournements. Nous sommes les indisciplinés. Mais les auteurs de ces détournements, et ils sont quoi? Comment cela s'est donc passé à la salle du conseil de discipline? Quand je suis rentré, on a voulu me conduire à la salle de discipline, chose que j'ai refusée. Avec le conseil des anciens, je suis allé rentrer. Et je n'ai pas fait 10 minutes là-bas. Les militants sont venus dire de sortir, parce qu'ils ne voient en aucun cas ce que j'ai dit du mal durant toute la conférence de presse. Par contre, même, la hiérarchie, ils sont en train d'empirer la situation. Parce qu'au lieu de résoudre le problème, ils tentent de déplacer le problème. Et à partir de 20h,
il y a eu une mobilisation des policiers de à peu près 300 policiers se sont mobilisés pour venir au camp CRS demander ma libération. Chose qui a été faite aux alentours de 23h. Alors, donc nous sommes rentrés et nous attendons. Alors, qu'en est-il du mouvement d'humeur en cours? Nous avons vu que la troupe a dit qu'il faut que la hiérarchie policière et le gouvernement les prennent au sérieux. Et c'est le 5 que nous avions appris le mouvement d'humeur, n'est-ce pas, de la troupe. Nous ne sommes pas l'initiateur de ce mouvement parce que nous avons tenté à plusieurs reprises pour rentrer en contact avec les autorités, pour leur expliquer, n'est-ce pas, ce qui se passe. Parce que nous sommes de la base. Et ce que les éléments vivent à la base, c'est très cruel. Alors, nous avons tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact avec le ministre de la Sécurité, avec le directeur général de la police nationale, qui sont restés lettres mortes. Personne ne nous a reçus. Voilà que la bombe maintenant a pété. Et puis, nous craignons que le pire n'arrive au sein de l'institution policière. Et si on ne prend pas garde, ça va arriver. Depuis hier, nous sommes en train de calmer les gens. C'est vrai, vos revendications sont légitimes, sont nobles, parce que vous demandez du matériel pour protéger la population burkinabé. Vous demandez l'application de la loi 027. Encore, vous demandez qu'on ne pille plus vos frais de mission, on ne coupe plus votre SP. C'est vrai, c'est légitime, mais il faut aller bas la terre. Et les gens ont failli se rentrer, se tirer au camp CRS avant-hier. Ce n'était pas intéressant. Et ils ont menacé la hiérarchie que si toutefois ils s'ajardaient, ils vont passer à l'acte. Et nous interpellons l'autorité à prendre vraiment toutes les mesures nécessaires pour ne pas que le pire arrive au sein de l'institution policière. Ce mouvement est-il vraiment suivi? On nous appelle de partout que le mouvement est suivi, même dans les commissariats de district, dans les commissariats d'arrondissement. Vraiment, les gens suivent le mouvement. Il y a une chose qui est là, le policier est plus que découragé à l'air là. Le policier est plus que martyrisé. Le policier, il est laissé pour compte. Il est laissé à lui-même. Donc, il est temps pour l'autorité de prendre, ne serait-ce que les précautions nécessaires pour résoudre la situation. Nous, au sein du bureau, nous sommes et nous restons ouverts au dialogue. Mais depuis que ça a commencé, ils font la sourde oreille et puis ça est là. Ne craignez-vous pas aussi d'être sanctionné comme le secrétaire général? C'est la hiérarchie policière qui peut répondre à cette question, ce qui concerne moi, mon sort. Mais moi, j'ai dit, nous ne refusons pas les sanctions. Mais si c'est pour avoir dit la vérité, que les auteurs viennent d'abord répondre afin que nous puissions répondre. Voilà, sinon on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est là, il détourne des millions, on veut dire qu'il a détourné. Et c'est lui encore qui dit que si vous amusez, on va vous radier. Notamment le directeur régional de la police du centre, qui menace ces éléments, qui va les radier. Et il y a eu des malversations là-bas, par exemple l'hôpital Yalagado. On dit, les éléments qui montaient là-bas, il y avait des frais de restauration qui les concernaient. Et ces frais de restauration, à un moment, le directeur de l'hôpital est arrivé, trouvait que le nombre de policiers n'était pas quand même le nombre qui devait être là. Lui, il demande où sont ces derniers. Les éléments disent qu'ils sont allés pour manger. Il dit, mais moi, je donne des frais de restauration ici. Quand ils ont fait remonter, effectivement, le directeur de l'hôpital de Yalagado donnait des frais de restauration. Quand ça montait, il y avait des détournements. Et c'est au niveau de la direction régionale du centre que ces détournements-là sont. Et c'est ce même monsieur-là qui détourne les fonds des gens, qui menace de les radier parce qu'ils sont montés au créneau pour les dire seulement il faut que ça cesse ce que vous êtes en train de faire là. Ousmane Ouedraogo, je vous remercie. Merci beaucoup.